Bienvenue dans Tous Danseurs, le premier podcast dédié 100% à la danse. Merci de partager ce moment avec nous. Moi, c'est Dorothée. J'aime saupoudrer ma vie de soleil et je porte en moi la passion de la danse depuis l'enfance. Tous Danseurs, c'est une conversation avec un acteur de la danse d'aujourd'hui et de demain. On y parle de toutes les danses. Un temps suspendu pour découvrir des parcours insolites de femmes et d'hommes qui vivent passionnément danse, des artisans du mouvement. Danseurs et athlètes, costumiers, chorégraphes, metteurs en scène, musiciens, chercheurs, des créateurs et ouvriers de la danse. Dans l'ombre ou la lumière, ils sont tous en mouvement, tous artistes, tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Lénio Cacléa, danseuse et chorégraphe. Par l'art de la danse, elle aime proposer des réflexions critiques sur la société. Avec 5 interprètes de la compagnie Body Project, Lénio présente les 17 et 18 février Chemical Joy, une pièce sur la jeunesse et ses contradictions, le tout sur une musique pop des années 2000. On l'écoute avec joie. Du 14 au 18 février, au Carreau du Temple, c'est le festival Everybody, le festival de tous les corps. Retrouvez dans Tous Danseurs les 3 épisodes réalisés en partenariat avec le festival. Bonjour Lénio. Bonjour. Enfin, bonjour Dorothée. Tu es danseuse, chorégraphe, écrivaine, metteuse en scène, cofondatrice de ABD. Et tu es, ma toute première chorégraphe écrivaine dans le podcast Tous Danseurs. Donc je pense qu'on va avoir des choses à aborder ensemble. Comment aimes-tu te définir ? Je pense que le terme chorégraphe est le plus pertinent, je dirais, dans le sens où cela décrit mieux le fait que j'ai dédié une grande partie de ma vie à la danse. Donc j'ai été formée en tant que danseuse au Conservatoire national en Grèce dès l'âge des 10 ans. Voilà, ça m'a semblé assez évident, assez rapidement, le fait que la danse était l'art à laquelle j'allais me dédier. Cela dit, j'ai une conception de la danse, de la chorégraphie non académique. Je ne suis pas très intéressée par des termes disciplinaires. Et donc, je conçois vraiment ma pratique comme une écriture scénique qui mélange une multitude d'éléments, dont le texte, la vidéo, des éléments plus performatifs. Et c'est pour cela que j'aime bien aussi me présenter comme chorégraphe, metteuse en scène et artiste. Ouais, tu aimes être à l'intersection de différentes formes d'art. Et effectivement, moi, ce qui me semblait le plus naturel, pour toi en tout cas, sans avoir cette conversation avec toi, c'est de te qualifier artiste, plus globalement, parce que tu utilises une variété de pratiques artistiques dans ton travail. Et ça signifie quoi être artiste aujourd'hui ? Pas facile. C'est sûr que la conjoncture actuelle n'est pas très joyeuse pour notre métier. Pour moi, être artiste, déjà, je dirais pas tellement être artiste, je dirais plutôt mener une vie d'artiste ou mener une pratique artistique, plus précisément. Mais je dirais que au-delà du quotidien du métier, qui est celui de la répétition, de la conception des projets, de leur promotion, de leur mise en place. On n'est pas épargné des tâches administratives et des productions, surtout quand on est artiste indépendante. Mais je dirais pour moi que ce qui définit pour moi le choix d'être artiste ou le fait que je me sens comme artiste, c'est que je cherche en moi à chaque fois le courage d'emprunter des chemins non balisés et de poser des questions qui font éventuellement peur à certains et à certaines, et aussi le courage de confronter mes échecs et de toujours retourner au travail pour continuer à travailler. Donc c'est ça pour moi, je dirais, le quotidien ou la pratique d'être artiste. Oui, donc c'est une pratique de recherche, d'expérimentation. Tout à fait. Le mot recherche, le mot expérimentation, ce sont des mots très chargés. Évidemment que j'expérimente, évidemment que je recherche,
mais je trouve aussi, et c'est important. Et puis, je n'ai jamais eu vraiment le luxe de passer du temps infini dans un studio sans avoir une idée, pas de la forme finale, ça c'est, mais en tout cas, quand même plus ou moins. C'est un travail d'expérimentation vraiment appliqué, dirigé, cadré. Et qu'est-ce qui guide, toi, ton travail de pratique artistique ? C'est vraiment la capacité de la danse, que je crois est la capacité de la danse en tant qu'art contemporain, en tant qu'écriture scénique, de proposer des moments, des réflexions critiques sur des questions sociétales de notre société. Donc c'est ça qui me guide, c'est toujours m'interroger sur qu'est-ce qui nous interroge aujourd'hui, quel est le moment historique, social, politique qu'on traverse, comment parler de ça, comment l'explorer, comment les récits individuels deviennent des récits collectifs, comment les récits collectifs informent les récits individuels. Donc je n'ai jamais conçu mon travail comme une exploration entièrement formelle. Certes, je passe beaucoup de temps au studio à travailler sur la composition, on va dire, ou les effets visuels l'aspect visuel de mon travail, mais c'est toujours en lien avec ce que je considère sont de petites ou de plus grandes questions politiques actuelles. Et j'ai toujours été... Je me rappelle quand j'ai commencé à travailler en tant qu'interprète, j'entendais autour de moi un discours sur le plaisir de danser, la danse et le plaisir, la danse et la fête, la danse c'est la joie. Certes, ça c'est évidemment le fait de danser procure énormément de plaisir à ceux et à celles qui le pratiquent, mais l'art de la danse n'est pas un art qui parle que du plaisir et de la fête. C'est un art comme tous les autres qui peut tout à fait parler de la violence, de l'inégalité, de notre quête des récits d'un futur. C'est vraiment ça que j'aimais. C'est ça ma recherche, c'est ça mon travail. Oui, tu te sens investi de cette responsabilité-là, de poser ces questions, de mettre en lumière, en fait, ces questionnements sociétaux par la danse, par les mots, par l'image, c'est ça ? Oui, je ne sais pas si je parlerai des responsabilités, mais en tout cas, c'est vraiment la manière dont je conçois la nature même de mon travail. Je ne pourrais pas faire autrement. Mais le fil rouge reste la danse. Il y a toujours de la performance dansée dans tes propositions. Enfin, le mouvement, on peut dire. Le mouvement. Ça permet quoi, la danse ? Je pense que la danse est une pratique sociale qui permet de s'épanouir, qui permet de créer du lien social, qui permet de réfléchir quand elle est présentée dans des formes scéniques. Mais la danse, elle est vraiment plurielle. Elle s'exprime à travers la pratique quotidienne de professionnels et d'amateurs. Ça a été et ça reste éventuellement chez certaines communautés une forme rituelle, une forme collective. Donc la danse, ça n'existait pas. Il y a plusieurs, même énormément de formes de danse, en sachant que la danse est un art, ou en tout cas ça préoccupe en tant que forme rituelle les humains de le XIVe siècle avant Jésus. Donc ça nous amène très 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 loin. Voilà ce que je dirais sur la danse. Et toi, tu es venu ajouter les mots ? Ça permet quoi d'ajouter des mots ? Rajouter des mots, ça veut dire travailler une forme scénique qui n'utilise pas que le mouvement. Ça veut dire
exercer le regard et la perception des spectatrices vers une forme qui est plus hybride, qui peut à la fois jouer avec l'abstraction à travers le mouvement, mais aussi le récit à travers des textes, et aussi proposer des moments voilà, qui sont perçus plutôt comme des moments visuels. Enfin, voilà. Et le fait d'être à la fois danseuse, chorégraphe, écrivaine, finalement, ça permet quoi ? Je ne me sens pas écrivaine, mais effectivement, la pratique de l'écriture, je l'ai développée de manière amateur, en tant qu'amatrice. Tôt dans mon travail, et je ne l'ai jamais abandonné pour une bizarre raison, et je l'ai développé notamment dans mes collaborations avec Lou Forster, co-directeur de la compagnie ABD et historien de l'art et commissaire d'exposition. J'écris comme une chorégraphe, mais même quand j'ai conçu des projets dont la forme finale allait être l'écriture, par exemple l'encyclopédie pratique, qui est un projet de 4 ans que j'ai développé entre 2016 et 2020 et qui a donné lieu à 2 publications. Même dans ce processus-là, j'ai concévé l'écriture comme une forme chorégraphique, et l'écriture comme l'expression d'une chorégraphie sociale. C'est vraiment comme ça que je conçois ma pratique d'écrivaine, on va dire. Alors justement, tu parlais de ton parcours. Donc, tu es grecque, tu as commencé la danse en Grèce, tu es venue en France ensuite en 2005, tu as fait le CNDC d'Angers, après Sciences Po, et puis d'autres choses aussi qui vont te façonner. Quel artiste avais-tu envie de fabriquer avec ces étapes ? J'ai quand même rentré au Conservatoire national à l'âge de 10 ans, donc j'adorais la danse. C'était un défi pour moi, l'exigence de toute cette technique qu'on apprenait au conservatoire, mais j'ai toujours gardé une curiosité et un intérêt aussi pour un travail qu'on peut peut-être appeler plus intellectuel, ou en tout cas un travail qui ne se limite pas aux frontières du studio. Et donc ça a été toujours intéressant, j'étais toujours curieuse de comprendre comment la société fonctionne, dans quel moment historique nous vivons, parce que, comme je viens de dire tout à l'heure, je concevais ma pratique en tant que chorégraphe et metteuse en scène comme quelqu'un qui va devoir parler de nous. Donc c'est pour cela que j'ai gardé toujours un tout petit pied dans les sciences politiques, qui m'intéressait à l'époque par la diversité des sujets que ces études proposaient aux étudiants. Il y avait à la fois évidemment de la philosophie, de l'histoire, etc. J'ai beaucoup appris, notamment auprès de Bruno Latour, quand j'ai fait mon master à Sciences Po à Paris. C'était à l'époque où j'ai dansé pour une grande compagnie française dirigée par Boris Charmatz. Et l'époque aussi où j'ai aussi développé évidemment ma pratique en tant qu'artiste indépendante, mais que j'ai travaillé aussi avec des figures historiques comme Lucinda Childs. Donc c'était un moment très riche pour moi. Et ce que j'ai appris auprès de Bruno Latour, c'était sa capacité de poser des questions, et de travailler avec des associations, faire des recherches de terrain, en gros de la méthodologie des sciences humaines, faire des entretiens, écrire, transcrire, et ça a été un outil. Ça m'a permis de vraiment m'enrichir et de comprendre que la chorégraphie telle que je l'imagine n'est pas seulement un entraînement infini dans la frontière du studio, mais au contraire, c'est quelque chose qui peut accueillir, être influencé par des méthodologies d'autres sciences. Et même si je ne travaille plus avec des entretiens, comme j'ai fait pendant Encyclopédie pratique, et que maintenant, effectivement, mon travail se passe plutôt dans les studios, j'ai quand même gardé cette envie et cette peut-être capacité d'être en dialogue avec des idées de grandes anthropologues que j'ai liées à la danse, au mouvement. Et tu fais référence là à Encyclopédie pratique, qui a été un tournant finalement, un pas important dans ton parcours d'artiste. C'est un projet qui t'a conduit pendant 4 ans sur différents territoires. Là, ça a été vraiment un point d'inflexion pour toi ?
Oui, d'abord, à l'époque, j'étais particulièrement frustrée et désintéressée de la manière dont les modes de production en danse s'est figé et qui obligeait aux chorégraphes et aux pièces de ressembler énormément l'une à l'autre. Et je voulais casser les murs et expérimenter à faire de la chorégraphie autrement. Et comme je n'avais pas énormément de moyens pour faire une grande pièce avec 100 et 50, je ne sais pas combien de performeuses. L'écriture, c'était un moyen beaucoup plus léger et moins cher pour pouvoir accueillir la pluralité et l'échelle, changer d'échelle. Enfin, faire quelque chose de grande échelle avec peu de moyens. Et donc, pour Encyclopédie pratique, mon ambition, et j'espère le résultat final, propose un paysage gestuel des habitants et des habitantes de l'Europe actuelle. Donc, c'est ce que dit son nom, c'est une encyclopédie des pratiques physiques et spirituelles. Ça veut dire une encyclopédie des cheminements qui nous parle de comment chacun et chacune s'est construit comme sujet dans l'action. Et si on veut voir ce travail, si on veut toucher du doigt ce travail, il est disponible où ? Oui, enfin, les deux publications, Encyclopédie pratique portrait d'Aubervilliers et Encyclopédie pratique Détour, toutes les deux publications sont disponibles, je pense, par les presses Durel. Enfin, surtout par les presses Durel, probablement aussi en librairie. Voilà, donc on peut inviter les auditeurs à aller voir, effectivement, à aller consulter ces publications. Et alors là, aujourd'hui, tu présentes Chemical Joy pour le festival Everybody au Carreau du Temple. Les 17 et le 18 février. Alors, c'était quoi le point de départ ? T'es partie d'une question, puisque c'est vraiment a priori ta manière de fonctionner. Quelle était la question que tu t'étais posée ? Oui, comme d'habitude, j'ai essayé de transformer, dans Chemical Joy, plus que dans d'autres situations, j'ai essayé de transformer ce qu'était l'identité ou les identités des danseurs et des danseuses avec lesquels je travaillais en sujet, on va dire, plus ou moins de la pièce. Chemical Joy est une commande qui m'a été faite par la compagnie Body Project, qui est une compagnie basée à Salzbourg, fondée par Susan Quinn, une ex-membre de la compagnie Merce Cunningham. Elle m'a invité de proposer un spectacle pour 5 interprètes de la compagnie. Et en les rencontrant, j'ai compris très rapidement qu'il s'agissait de très jeunes danseurs et danseuses. Et je n'avais pas forcément l'habitude de travailler avec des gens avec... j'avais un écart, entre guillemets, générationnel. C'est un peu lourd de le dire comme ça. On n'est pas si loin, mais ils étaient et elles étaient en tout cas un peu plus jeunes que les performeuses avec lesquelles je travaillais d'habitude. Et donc je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de partir de ça et de créer une pièce qui interroge la question de la culture jeune, qui n'est pas du tout une question anodine. Car elle fait à la fois, elle fait l'objet, c'est une catégorie tout à fait fabriquée. Elle existe plutôt par ses formes commerciales et elle s'exprime surtout par la fabrication et la vente de produits destinés aux jeunes. Donc toi, tu parles de musique, tu parles d'ustensiles dédiés à la jeunesse, les cigarettes électroniques par exemple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait ? Quels sont les objets, les fabrications spécifiques à la jeunesse que tu identifies ? Ce qui m'a intéressé dans Chemical Joy, c'était l'industrie de la consommation de masse, de l'industrie du divertissement. Donc effectivement, il y a un peu de vapeur, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Il y a un peu de vapes, mais ils ne sont pas vraiment utilisés comme ça. On va dire le sujet central, le sujet central, c'est quand même c'est la pop, c'est la musique pop. C'est pour ça que la pièce embrasse et déstructure une chanson iconique de la pop américaine. Et on a beaucoup travaillé autour de cette chanson-là et ce que ça raconte sur la jeunesse d'aujourd'hui. Donc il y a une bande-son qui est particulièrement
travailler, parce qu'effectivement, c'est aussi ton point de départ. Il y a un titre pop. Tu veux pas le dire, on le dit pas alors. On le découvre si on vient, c'est ça. Et puis, il y a quoi d'autre? Qu'est-ce que tu as découvert sur le travail sur la jeunesse, en fait, en plongeant, en fait, dans ce sujet? Plutôt ce que je viens de dire, ça veut dire que ce qui m'intéressait, c'était de sortir de cette image stéréotypée de la jeunesse, soit en tant qu'une jeunesse perdue ou déprimée, ou tout à fait joyeuse et insoucieuse. C'était plutôt de montrer les différents niveaux, les ambiguïtés, les contradictions qui sont propres à tous les humains et à tous les âges. Et donc de montrer à la fois comment la culture de la représentation de soi, des réseaux sociaux, elle est à la fois source de plaisir, de liens sociaux, mais aussi d'aliénation, d'isolement, de solitude. De montrer comment la culture de la fête, c'est encore une fois un contexte dans lequel on s'élit, on s'épanouit, mais ça fait aussi l'objet de multiples représentations de produits. Il est aussi utilisé comme une culture qui augmente la possibilité d'un produit d'être vendu, comment en gros le plaisir fait aussi partie, est commercialisé ou fait partie d'une manière de contrôler les corps. Tu parles de frontières entre plaisir et dépendance, c'est ça? Entre plaisir et contrôle, je dirais, et contrôle dans un sens un peu comme ça post-foucaldien, pour ne pas être très lourd. Comment en tout cas les réseaux sociaux et la question du plaisir, à travers la consommation de produits multiples, et aussi une manière pour les corps d'être contrôlés. Et de pression sociale, culturelle aussi également, ça c'est des sujets qui transpirent. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus donner l'impression que c'est pas une pièce documentaire. Donc, j'ai vraiment laissé derrière moi ce type de spectacle il y a vraiment plus de 10 ans. Donc, ce n'est pas une pièce dans laquelle, ou par laquelle on va apprendre quelque chose qu'on va pouvoir mettre en 3 mots et dans une phrase. C'est vraiment un spectacle qui propose une expérience à la fois esthétique, critique et réflexive. Et ça, c'est possible à travers aussi des formes abstraites. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on raconte des choses explicitement sur le plaisir. C'était le sujet que j'ai travaillé à travers la forme chorégraphique. Moi, j'ai eu l'occasion de voir des images de ton spectacle. Il y a de la vitalité, il y a la joie aussi d'être en mouvement. Ça aussi, ça transpire beaucoup sur le plateau, avec ces 5 danseurs. Effectivement, l'énergie qu'elle déploie sur scène, elle est vraiment remarquable. Et j'ai été très touchée par la manière dont ils et elles ont embrassé mon travail et cette pièce, elle est vraiment pleine de leur interprétation. Ça montre à quel point la chorégraphie, le spectacle, ce sont des formes collectives et elles ont besoin à ce que chacun et chacune donne quelque chose d'elle-même. Donc je trouve que les interprètes donnent beaucoup d'eux-mêmes sur le plateau et ça c'est toujours une très grande source de plaisir et plus que de plaisir, c'est vraiment le sens, je pense, du spectacle vivant. Cela permet de justement questionner la force de la représentation. Et c'est ça pour moi la force d'être en représentation, c'est le fait d'accepter d'être regardé et de jouer ce jeu du regard des spectatrices sur le corps, tout en... et je pense que les interprètes le font très bien. Et les joies, donc on comprend qu'il y a celle-ci, les belles surprises de cette collaboration, de cette création pour toi? Les belles surprises, je dirais que c'était toute la collaboration avec la compagnie, l'ensemble Body Project, qui est une compagnie d'une très très grande qualité, à la fois la directrice de répétition, Maya, sa directrice artistique, Suzanne, les 5 interprètes. C'était vraiment la qualité de la collaboration qui nous a permis pas seulement de
voilà, de travailler ensemble joyeusement, très sérieusement, et de faire une pièce qui nous plaise. Super. Est-ce que tu veux rajouter des choses, des petits mots, des grands mots, des choses qu'on n'aurait pas évoquées ensemble sur Chemical Joy, qui sont importantes pour toi? La pièce est faite à travers des partitions spatiales très comptées. Donc la pièce est extrêmement technique, extrêmement difficile. Donc je me rappelle effectivement un moment, parce que je notais pas les partitions de danseurs et de danseuses au moment où on chorégraphiait. Je dirigeais en live, on va dire. Et au bout d'un moment, je me rappelle qu'à la toute fin du processus, je voulus quand même prendre mes propres notes de ce que c'était vraiment les partitions de chacun et de chacune. Et quand je commençais à noter, mais je réalisais que c'était littéralement l'enfer. Et je ne comprenais même pas comment ils et elles ont réussi à tenir des partitions aussi complexes spatialement. Donc, je pense que Chemical Joy, pour moi, est un aboutissement de certains outils de composition qui m'ont vraiment intéressée et qui, je pense, vont bien à cette pièce. Super. Alors, on finit par un petit quiz, si tu veux bien. Un son de Chemical Joy qu'on se met juste après cette interview. Et ça m'oblige à tout dévoiler. Alors, on dit pas. Mais en tout cas, ça sera pop des années 2000. Une pièce qui parle bien de toi, qui représente bien ton travail. Oh, Chemical Joy. Chemical Joy. Des moments importants en 2025 pour toi. J'ai vu qu'il y avait des choses qui arrivaient, notamment à Montpellier Danse. Enfin... Tout à fait, oui. Je dirais que c'est ma prochaine création pour cette interprète qui s'appelle Les Oiseaux. Birds, oui. Une collaboration qui a façonné ta pratique artistique. Lucinda Childs. Super. Un livre de chevet que tu consultes régulièrement ou qui a été important pour toi? Allez, Les choses de Pérec. Très bien. Merci pour ce moment avec toi. À très vite. Voilà, clap de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps d'une conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.